Ce que tu vas entendre ici n'est pas fait pour plaire. C'est fait pour réveiller. L'Afrique est le continent le plus riche du monde en ressources naturelles. C'est un fait. Et pourtant, c'est aussi l'un des plus pauvres économiquement. Ce paradoxe, ce gouffre entre le potentiel et la réalité n'est pas un hasard. Et contrairement à ce qu'on entend souvent, ce n'est pas uniquement la faute de l'Occident. Dans cette vidéo, on va démonter un mensonge très confortable, un mensonge que on se raconte à nous-mêmes et on va expliquer, avec des preuves historiques solides, ce qui manque réellement à l'Afrique pour qu'elle prenne enfin la place qui lui revient. On nous répète cette phrase depuis des décennies, comme un mantra. Si l'Afrique était libre, elle serait riche. Mais la liberté politique sans vision, c'est comme un corps sans cerveau. C'est une coquille vide, une voiture sans conducteur. Elle peut bouger, mais elle ne va nulle part. Ou pire, elle fonce droit dans le mur. Et aujourd'hui, on va comprendre pourquoi la vision est la clé qui nous manque. Pour bien comprendre, il faut remonter le temps. Bien avant l'arrivée des colons. L'Afrique précoloniale n'était pas un continent figé dans le temps, peuplé de tribus sans organisation, comme on veut nous le faire croire. C'était un continent avec une direction, avec des projets. Plusieurs sociétés africaines planifiaient sur plusieurs générations. Elles ne pensaient pas en termes de profit immédiat, mais en termes de continuité, de transmission, d'héritage. Prenons des exemples concrets, historiques. L'Empire du Mali, entre le XIIIe et le XVe siècle. On parle d'un empire avec une organisation fiscale complexe, un réseau de routes commerciales qui traversait le désert et des centres de savoir mondialement reconnus comme Tombouctou, où les plus grands esprits de l'époque venaient étudier. Ça, ce n'est pas de l'improvisation. C'est le fruit d'une vision à long terme, portée par des souverains comme Mansa Moussa, qui pensaient à la postérité de leur empire. Autre exemple, encore plus ancien, l'Égypte antique. On admire les pyramides, les temples, mais on oublie ce qu'ils représentent. Ils représentent une capacité de planification sur des siècles. Construire Karnak ou Abou Simbel, ça demande de mobiliser des ressources, une main-d'œuvre, des architectes, des artistes, non pas pour un an ou deux, mais pour des générations entières. Les barrages sur le Nil, les calendriers agricoles ultra précis. Tout cela témoigne d'une société qui ne vivait pas au jour le jour, mais qui construisait son avenir sur des millénaires. Plus près de nous, les sociétés Akan, en Afrique de l'Ouest. Leur système de transmission du pouvoir n'était pas basé sur le simple héritage de père en fils. Ils étaient pensés pour préserver l'équilibre de la communauté tout entière. Le choix du chef, les conseils des anciens, tout visait à maintenir une harmonie sociale sur le long terme, pas à satisfaire l'ambition d'un seul individu. Le point commun entre tous ces exemples, une vision collective, une direction claire, pensée pour durer bien au-delà de la vie d'un seul homme. Et puis, il y a eu la rupture, la colonisation. Et il faut être très clair sur ce point. La colonisation n'a pas seulement pris nos terres et nos ressources. Ça, c'est la partie visible de l'iceberg. Le vrai crime de la colonisation, le plus profond, le plus dévastateur, c'est qu'elle a brisé notre logiciel. Elle a interrompu nos systèmes de transmission du savoir. Elle a détruit la continuité intellectuelle qui existait. Imaginez un disque dur sur lequel on écrit depuis des siècles. Et quelqu'un arrive, le formate et installe un autre système d'exploitation. Un système qui n'est pas fait pour vous, mais pour celui qui l'a installé. La colonisation a imposé des structures administratives, économiques, éducatives, qui n'avaient qu'un seul but, l'extraction. Pas la construction. On a construit des chemins de fer, oui, mais pour aller des mines vers les ports. On a construit des écoles, oui, mais pour former des auxiliaires de l'administration coloniale, pas pour former des penseurs libres. Frantz Fanon l'a expliqué mieux que personne dans son livre magistral, Les damnés de la terre. Il dit que le colonisé finit par penser avec les catégories mentales du colon. On intériorise les valeurs, les objectifs, la vision du monde de celui qui nous domine. Et c'est là que le piège se referme. Parce que même quand le colon s'en va, ses idées, elles, restent. C'est l'erreur tragique qui a été commise après les indépendances dans les années 60. On a obtenu l'indépendance politique, on a planté nos drapeaux, on a chanté nos hymnes nationaux. Mais qu'a-t-on fait ensuite ? On a gardé les frontières artificielles, tracées à la règle par les Européens, à Berlin. Des frontières qui séparent des peuples qui devraient être unis
et qui forcent à vivre ensemble des peuples qui n'avaient rien en commun. On a copié les modèles d'États-nations européens avec leur présidence, leur parlement, leur constitution, sans se demander si ce modèle était adapté à nos réalités sociales et culturelles. On a créé des États sans projet de société. Des coquilles vides, encore une fois. On a chassé le maître blanc. Mais on a gardé sa maison, ses meubles et même sa façon de penser. Kwame Nkrumah, le premier président du Ghana et l'un des pères du panafricanisme, l'avait compris très tôt. Il a forgé le concept de néocolonialisme. Il disait que l'indépendance politique sans l'indépendance économique et surtout mentale, ce n'est qu'une illusion. C'est la pire forme de domination, parce qu'on devient notre propre geôlier. On continue d'appliquer des politiques qui ne servent pas nos intérêts, mais ceux de puissance extérieure, parce qu'on a perdu la capacité de penser par nous-mêmes, pour nous-mêmes. Alors aujourd'hui, quand on regarde la situation, on se concentre sur les mauvais symptômes. On parle de la corruption. Oui, la corruption est un fléau. Mais pourquoi y a-t-il autant de corruption? Parce que beaucoup de dirigeants ne se sentent pas responsables devant leur peuple ou devant l'histoire. Ils sont dans une logique de prédation à court terme, parce qu'il n'y a pas de vision collective qui les pousse à construire pour l'avenir. On parle de la mauvaise gouvernance. Oui, c'est un problème. Mais qu'est-ce que la bonne gouvernance qu'on essaie de nous imposer? C'est souvent un modèle standardisé qui ne tient pas compte de nos spécificités. On parle du manque de ressources financières. C'est faux. L'argent est là. Les ressources sont là. Mais elles sont exploitées sans plan, sans vision d'ensemble. Le problème principal n'est pas le manque de ressources. Ce n'est même pas seulement la corruption ou la mainmise de l'Occident. Le problème fondamental, c'est l'absence de vision. Une vision enracinée dans nos propres réalités, dans notre histoire, dans nos cultures. Une vision qui ne soit pas une pâle copie de ce qui se fait ailleurs. Une vision qui définit clairement qui sommes-nous, où voulons-nous aller, et quel type de société voulons-nous construire pour nos enfants et les enfants de nos enfants. Tant qu'on n'aura pas répondu à ces questions, on continuera de tourner en rond. On continuera de subir au lieu de choisir. On continuera d'être les objets de l'histoire des autres au lieu d'être les sujets de notre propre histoire. Alors, que faire? Il ne s'agit pas de dire « tout est perdu ». Au contraire, la prise de conscience est la première étape de l'action, et l'action concrète est à notre portée. Premièrement, nous devons réapprendre notre histoire. Sérieusement, pas seulement les dates des indépendances et les noms de quelques rois. Il faut étudier en profondeur les systèmes politiques, économiques, philosophiques qui ont existé sur ce continent. Comprendre comment nos ancêtres pensèrent le monde, la communauté, le pouvoir. C'est dans cette histoire que se trouvent les graines de notre avenir. Deuxièmement, nous devons réapprendre à penser sur le long terme, dans nos familles, dans nos entreprises, dans nos communautés. Arrêter de chercher le gain immédiat, investir dans l'éducation, pas seulement pour avoir un diplôme, mais pour former des esprits critiques et créatifs. Planter des arbres dont nous ne verrons pas l'ombre. Construire des institutions qui nous survivront. Troisièmement, et c'est le plus important, nous devons construire collectivement une vision africaine du développement. Une vision qui ne soit pas seulement économique, mais aussi culturelle, spirituelle, sociale. Qu'est-ce que le succès pour nous? Est-ce que c'est d'avoir des gratte-ciel comme à Dubaï? Ou est-ce que c'est d'avoir des sociétés où personne n'est laissé pour compte? Où la solidarité est forte? Où nous vivons en harmonie avec notre environnement? C'est à nous de le définir. Ce travail doit être fait par nos intellectuels, nos artistes, nos entrepreneurs, nos étudiants, nos agriculteurs. Partout. Finalement, la vraie question n'est pas « Pourquoi l'Afrique est pauvre ?» Cette question est un piège. Elle nous maintient dans une position de victime. La vraie question que nous devons nous poser chaque jour est « Qui décide de la direction ?» Est-ce que ce sont les institutions internationales, les puissances étrangères, les multinationales? Ou est-ce que c'est nous? Tant que nous laisserons les autres décider pour nous, nous resterons pauvres. Le jour où nous déciderons de reprendre le volant, de définir notre propre destination avec notre propre carte, alors, et seulement alors, l'immense richesse de l'Afrique se transformera enfin
en un véritable bien-être pour ces peuples. Le réveil a commencé. À nous de le poursuivre. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si ce message résonne en vous, partagez-le. Abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines analyses. Et surtout, participez à la discussion dans les commentaires. C'est ensemble que nous construirons cette vision. Bonne année à vous, commencez cette année avec vision.